tous. Alors merci de m'avoir invité pour tirer les conclusions de cette demi-journée. Je crois qu'on a vu ce matin qu'il y avait plein de possibilités pour agir sur la protection de la ressource en eau, pour peu qu'on soit motivé. Et que les agriculteurs biologiques sont motivés, que les collectivités sont motivées et que finalement l'essentiel des acteurs est motivé. Alors ceci, c'est quand même un point très important. Le Grenelle de l'environnement nous a mis effectivement un engagement fort de préservation des ressources en eau. Alors, j'ai bien entendu, 500 captages, c'est les premiers. Hein, on va dire, on teste le dispositif avant de l'élargir. Mais il est clair qu'on ne va pas se contenter des 500 captages. Je sais aussi que ça a été mis en évidence, 500 captages protégés d'ici 2012, on va avoir du mal à le tenir. On en est conscient. C'est, et ça a bien été dit aussi ce matin, un changement quand même assez fort qui est demandé à la profession agricole sur ces secteurs-là. Ce n'est pas des petites mesurettes, c'est vraiment un changement d'ensemble. Et malheureusement, le changement d'ensemble, il ne se fait pas du jour au lendemain non plus. Alors, la démarche, elle est quand même bien engagée. Il y a une prise de conscience de la majorité des acteurs, ça a bien été montré ce matin. Les études préalables, le diagnostic des pressions, tout ça, c'est largement engagé. 90% des études, 76% des diagnostics, voilà. La partie difficile, c'est quand on va rentrer dans les programmes d'action. Hein, quelles actions pour garantir au final une bonne qualité de la ressource en eau? Alors, on a mis en avant une dynamique sur la base du volontariat qui fonctionne bien avec le monde de la bio, qui peut-être fonctionne moins bien pour d'autres. Il est possible, en tout cas, et le Grenelle de l'environnement l'a clairement affiché, hein, que l'agriculture biologique a un rôle décisif en la matière, et la loi Grenelle dit bien qu'il faut développer en priorité la bio dans les captages. Donc, je crois que là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Alors, il y a le volontaire, au cas où quand même, comme on n'avait pas d'outils réglementaires pour prendre les choses et forcer un peu la démarche, la loi Grenelle 2 a introduit dans son article 107 la possibilité sur une aire d'alimentation de captage de potable de limiter l'usage agricole des terres à des cultures limitant ou interdisant l'usage d'intrants de synthèse. Donc derrière, limitant la possibilité uniquement à de l'agriculture biologique. Donc c'est un outil. Au moment, il manque encore un décret d'application, etc. Mais voilà. Par exemple, il est écrit, ne vous inquiétez pas. Début 2012. Alors, la place de l'agriculture biologique dans la protection de la ressource en eau. Alors, c'est vrai que là, on a surtout axé sous l'angle de la qualité les problèmes de pesticides, de nitrates, et sur lesquels, donc les pesticides, ça a bien été dit, il est clair que le cahier des charges de l'agriculture biologique offre des garanties indéniables vis-à-vis de la pollution par les pesticides. Par rapport à la fertilisation, je ne serais peut-être pas aussi tranchée en disant que tout va mal. Je pense que l'agriculture biologique, par l'utilisation des légumineuses comme source d'apport azoté, l'intégration de surfaces en herbe, en général plus importantes dans l'assolement, sont quand même des éléments qui vont dans le bon sens par rapport à la fertilisation, et donc de nature à réduire les fuites et les rejets nitrates. Bien sûr, il peut y avoir encore des progrès à faire, et la stratégie de fertilisation doit être la plus fine possible. Il ne nous a pas échappé que nous avions deux contentieux sur la mise en application de la directive nitrate, et donc que nous avons là aussi un objectif vraiment de travail important au-delà des seuls captages. Et puis il y a un grand avantage également du recours à l'agriculture biologique, en tout cas de notre point de vue, c'est qu'il nous permet de clore un débat qu'on peut avoir régulièrement entre indicateurs d'usage, indicateurs de transfert, quand on parle de produits phytosanitaires. On nous dit, bah oui, mais on ne sait pas si les actions qu'on est en train de déterminer, elles vont vraiment avoir un effet sur le milieu, alors du coup, dans le doute, peut-être qu'il ne faut pas y aller. Voilà. Bon, bah là, au moins, on évite cette discussion-là, et donc déjà, on gagne du temps pour la protection de la ressource en eau, c'est ce qui est important. On a également le souhait vraiment d'avoir sur ces captages
un vrai changement des pratiques, des systèmes de culture. Souvent, on peut regretter, j'espère qu'à l'avenir, ça ne sera pas toujours le cas ou beaucoup moins le cas, mais en disant ben, finalement on a un problème de phyto lié à telle molécule, on va changer de molécule. Comme ça, il n'y aura plus de problème pour cette molécule-là. Oui, mais ça c'est du raisonnement à court terme. C'est pas ça qui va nous permettre de garantir une qualité de la ressource sur le long terme. Et donc, pour nous, c'est vraiment d'identifier comment on bâtit le volet agronomique des programmes d'action. Et donc, pour cela, dans le cadre du plan Ecophyto, mais en s'appuyant sur l'étude qui a été conduite par l'INRA, par Ecophyto R&D, on a un outil qui essaye de tester différents modes de conduite des cultures par rapport à l'objectif de bon état de la ressource en eau. Et parmi tous ces modes de culture, il y a l'agriculture biologique. Eh bien, donc ça offre la possibilité d'optimiser à la fois les choix des systèmes en fonction des objectifs environnementaux, mais aussi les objectifs en regardant les aspects économiques et sociaux. Il est en test sur 4 aires d'alimentation de captage et les premiers résultats montrent à l'évidence qu'en plus d'offrir des garanties environnementales indéniables, l'agriculture biologique, alors certes avec les prix du marché actuel, est le mode de conduite qui optimise le mieux les paramètres économiques et sociaux à l'échelle de l'exploitation. Pourvu, et donc ça rejoint les discussions de tout à l'heure, que les filières de valorisation de ces produits existent ou puissent être mises en place. Et donc là, on revient du coup sur un certain nombre de freins ou en tout cas de conditions qui sont nécessaires pour que le développement de l'agriculture biologique et la protection de l'eau aillent de concert. Il y a le fait qu'il faut une animation territoriale importante, il faut un soutien politique fort et des collectivités territoriales, donc ça je crois que ça a bien été montré ce matin. Et puis il y a tout un effort de structuration des filières, notamment filières bio, de partenariat avec les collectivités sur les débouchés. Les exemples de ce matin ont bien montré tout l'intérêt. Et ces différents points sont clairement au cœur des réflexions qu'on a au niveau national dans la préparation des 10e programmes des agences de l'eau sur les questions agricoles. Il faut savoir que les 10e programmes sont en préparation hein, et que sur les questions agricoles, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de questions qui sont posées et donc un groupe national, c'est un peu l'exception parmi tous les autres sujets, a été mis en place spécifiquement sur ces questions-là pour réfléchir au contenu de ces programmes. Bien sûr, il y a des discussions aussi au niveau des bassins, dans lesquels la place de l'agriculture biologique est évoquée. Mais ce qui est clair, c'est que, outre les aspects clairs qui sont déjà financés dans le cadre des 9e programmes, l'animation territoriale, le financement des diagnostics ou des MAE, il y a toute une réflexion qu'on doit conduire dans un laps de temps très court sur les moyens de garantir sur le long terme des pratiques respectueuses de l'environnement, donc au premier rang desquelles l'agriculture biologique, et ça passe par des actions sur la structuration des filières bio, le développement des débouchés de production des aires d'alimentation de captage, la rémunération via le prix de l'eau. Donc tous ces chantiers-là sont clairement dans les chantiers prioritaires sur lesquels on doit travailler dans les semaines qui viennent. Voilà. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de prendre la place des collectivités locales qui doivent rester investis et qui sont au premier rang des acteurs qui doivent être mobilisés. Voilà. Et puis, je vais en terminer là parce que je pense que vous avez tous faim. Cet après-midi, il y a encore beaucoup de travail pour atteindre 20% en 2020 et que tout ce qu'on pourra faire sur les aires d'alimentation de captage, ça sera autant de gagné aussi pour atteindre le 20% en 2020. Donc, allons-y. Merci.